Entrons aujourd'hui dans le monde fascinant, enfin en tout cas moi je le trouve fascinant de l'école maternelle et notamment de la construction des savoirs avec Ariane Richard-Bossez, auteure de L'entrée dans les apprentissages scolaires et ses inégalités. Alors on va se demander ensemble ce que signifie vraiment le savoir et comment les inégalités naissent de le plus jeune âge en relation avec ces savoirs. On va découvrir comment les enseignants jouent cette interface fondatrice entre l'institution et les élèves, et ensemble, on explorera les pratiques qui amplifient ces inégalités, mais bien sûr pour faire des propositions pour rendre une école plus juste. Bienvenue Ariane. Bonjour. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, une classe de maternelle dans laquelle les inégalités à l'entrée, seraient identifiées et donc accompagnées, ça donnerait quoi? Alors, ça donnerait une école d'abord où les enseignants s'attendent à ce que les enfants arrivent avec des expériences préscolaires multiples des enseignants qui considèrent que cette diversité est normale et pas quelque chose qui relève d'un manque de l'élève par rapport à ce que l'école attendrait. Ce serait aussi une école où les enfants se sentiraient accueillis justement avec la diversité de leurs expériences, sans que cela amène à des jugements, que ce soit des jugements positifs ou des jugements négatifs, euh, et qu'ils sentent qu'à l'école, ils sont là pour apprendre de nouvelles choses et que l'enseignant est là pour les accompagner justement dans ces apprentissages. Puis, c'est aussi une école où les parents se sentiraient aussi légitimes pour poser leurs questions et pour être considérés comme des partenaires dans les apprentissages de leurs enfants. Et bien sûr, ce serait une école qui aurait à la fois les moyens matériels et les moyens humains pour accompagner les enfants et les parents. Une belle perspective, ma foi. Visons-la, en tout cas, on va la viser pendant notre échange. Tout au long de votre ouvrage, vous parlez du savoir. Est-ce qu'on pourrait essayer de le définir ou en tout cas de le circonscrire pour qu'on comprenne avec quel terme et quelle acception de ce terme on va voyager ensemble pendant une heure? Oui. Alors, moi, je suis sociologue, donc j'appréhende le savoir avec cet angle sociologique. C'est-à-dire que je le considère comme une forme de rapport au monde, c'est-à-dire une manière d'appréhender le monde qui est à la fois intellectuelle, puisque c'est à partir de connaissances qu'on a déjà ou qu'on se construit qu'on appréhende ce monde, mais qui est aussi sociale, puisque dans une société, à un moment donné, il y a des savoirs qui sont plus ou moins légitimes que d'autres, et ça traduit aussi des rapports de pouvoir au sein d'une société. Donc, c'est ces deux dimensions, à la fois intellectuelle et sociale, qui, pour moi, caractérisent le rapport au monde qui est le savoir. Donc ces savoirs, on les met dans le contexte de l'école maternelle, puisque c'est l'objet de votre propos, dans le contexte de l'école maternelle et surtout de son évolution. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce rapport entre ces savoirs et l'école maternelle dans l'évolution de cette école au cours du temps? Mais en fait, donc ces savoirs, on peut les percevoir d'abord à travers les programmes ministériels qui définissent un certain nombre de domaines d'apprentissage, de contenus d'apprentissage. Et quand on regarde un peu l'évolution sur les 50 dernières années, ce qu'on voit, c'est que ce qui est attendu des élèves est de plus en plus précis, de plus en plus centré sur l'écrit et de plus en plus abstrait. Et si on regarde, par exemple, l'ordre dans lequel sont présentés les domaines d'apprentissage dans les programmes, ce qui traduit quand même un peu les formes de hiérarchisation de ces domaines, on voit qu'en 1977, par exemple, ce qui arrivait en premier, c'était l'affectivité. Et puis, après, il y avait le corps, l'image, l'expression plastique, le langage oral et écrit était en avant-dernière position. Et tout à la fin, le développement cognitif. Et si on regarde maintenant les programmes actuels, qui sont les programmes, par exemple, de 2021, on voit qu'on a presque inversé, en tout cas dans les premières et les dernières places, puisque maîtriser le langage dans toutes ses dimensions, c'est le premier domaine qui est présenté. Et puis ensuite, agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique, puis les activités artistiques, construire les premiers outils pour structurer sa pensée, explorer le monde. On est presque un peu dans une inversion comme ça.
Et en fait, on voit à travers tout ça que ce qui est attendu de l'école maternelle actuellement, c'est essentiellement de préparer aux apprentissages de l'école élémentaire avec une mission qui est donnée à l'école maternelle, de prévenir, d'anticiper et de réduire le plus possible les difficultés scolaires qu'on repère ensuite en issue du parcours des élèves. Ok, un focus très très fort donc sur ce qu'on appelle les fondamentaux. Tout à fait. Et du coup, est-ce qu'on peut se risquer à faire l'hypothèse que on voit bien que notre école creuse de plus en plus les inégalités, mais donc si effectivement dans l'histoire de notre institution, dans l'histoire de notre école, on va de plus en plus vers ces choses qui sont abstraites et pas forcément présentes dans tous les foyers, ou en tout cas de façon très inégalitaire, est-ce que déjà on a une première piste d'hypothèse de cet écart, de ces inégalités? En fait, c'est à double tranchant la focalisation sur les fondamentaux parce que d'une part, c'est très important, notamment pour les enfants qui ne fréquentent pas ce type d'apprentissage dans leur famille, qui puissent y être confrontés à l'école de manière explicite. Euh, mais donc ça, c'est le côté positif. Mais en même temps, la difficulté, c'est de considérer que tous les enfants, ils sont préparés de la même manière et que il n'y a pas de travail d'accompagnement parce que ce serait normal, naturel pour tout le monde de rentrer dans ces apprentissages-là. Or, c'est pas le cas. Et donc, voilà. Et puis, l'autre effet négatif, c'est de restreindre l'expérience des élèves à des domaines très scolaires en oubliant ou en donnant moins d'importance par exemple, dans les programmes de 77, on parlait de l'affectivité. À l'école maternelle, on a des enfants jeunes, donc voilà, il n'y a pas que les domaines les plus scolaires qui sont importants pour le développement de l'enfant à cet âge-là. Donc, les savoirs comme rapport au monde, des savoirs dans l'école maternelle qui sont de plus en plus précis et en tout cas dirigés vers les fondamentaux avec le risque que vous venez d'évoquer. Entre le prescrit de la classe, donc qui sont ces programmes qui ont évolué, euh, pardon, le prescrit et la classe, excusez-moi, l'enseignant joue l'interface, forcément, c'est lui qui est aux commandes. Comment il reconstruit, il reconfigure ce savoir? Mais voilà, on a parlé donc des programmes scolaires et effectivement, les programmes scolaires n'arrivent pas comme ça dans la classe. Il y a tout un travail qui est fait de reconfiguration par l'enseignant, de reconfiguration qui passe par plein de logiques différentes. D'abord parce que un enseignant va comment dire, passer au filtre de ses propres conceptions des programmes, même si il respecte ses programmes, mais il y a une marge d'interprétation possible, notamment parce que les enseignants ont une part de liberté pédagogique. Et donc, on observe parfois une distance avec certaines prescriptions, par exemple. Et puis, il y a aussi plein d'autres influences dans lesquelles l'enseignant va piocher. Ça peut être des sites internet, ça peut être des revues professionnelles, ça peut être des ressources faites par des collègues. Tout ça va nourrir sa réflexion. Et puis, l'enseignant va rechercher ce qu'il pense être le plus adapté à sa classe, à ses élèves à ce moment-là. Et il y a aussi une dimension assez expressive de la personnalité de l'enseignant, où chacun essaye à des domaines, par exemple, qui le touchent plus que d'autres. Et du coup, chaque enseignant va avoir tendance peut-être à donner une importance plus grande à certains aux arts plastiques, d'autres à la littérature jeunesse, d'autres à la motricité, enfin bon, etc., en fonction de leur parcours et puis peut-être aussi des périodes de leur carrière. Et ce qui fait que la manière dont les savoirs sont pensés par les enseignants n'est pas exactement la même que la manière dont c'est pensé ou en tout cas présenté dans les programmes. Mais c'est normal parce qu'en fait, on passe de catégories abstraites, intellectuelles dans les programmes à quelque chose qu'il faut mettre en œuvre dans les classes. Et donc, c'est normal qu'il y ait un certain jeu entre les deux. Et puis, il y a aussi
des catégories de pensée qui sont liées en France. La formation des enseignants pour la maternelle et pour l'élémentaire est la même. Et on voit dans les entretiens, par exemple, que j'ai menés avec les enseignants, qui se réfèrent souvent beaucoup plus à des catégories scolaires ordinaires, le français, les maths, par exemple, qui restent ce qui arrive en premier, alors que dans les programmes, c'est pas forcément comme ça que c'est présenté, par exemple. À vous écouter, je me dis que peut-être une des premières choses à réaliser en soi, hein, si on a envie de se mettre au service de la réduction de ces inégalités, ça serait justement d'interroger les conceptions dont vous parliez tout à l'heure. Comment on peut interroger ces conceptions? Parce qu'elles sont bien souvent inconscientes, en tout cas elles sont véhiculées de manière, oui, inconsciente, et on ne sait pas trop forcément ce qu'on porte. Est-ce que vous avez une proposition pour essayer de questionner ça? Je pense, moi j'enseigne à des futurs enseignants dans le cadre de l'INSPE, qu'il est important d'apprendre et d'avoir le temps, ce n'est pas toujours évident, d'avoir du recul sur ce qu'on fait, et ça passe aussi par du collectif, parce que c'est des fois plus facile d'avoir du recul sur ce que fait quelqu'un d'autre que sur ce qu'on fait soi-même, et avoir des temps de réflexion en équipe, par exemple, au sein d'une école ou au sein d'un groupe amical, pourquoi pas, pour réfléchir à ce qu'on fait, remettre en question des habitudes qu'on peut avoir, et lire, se nourrir aussi d'autres choses pour regarder différemment le travail qu'on fait, peut-être par habitude au bout d'un certain temps. Et pour nourrir cette réflexion, j'ai souvenir l'année dernière d'avoir invité, alors je ne veux plus me rappeler de son nom, mais bon, peu importe, et on parlait justement des inégalités. Et il me parlait du fait que dans notre institution, il y a beaucoup une conception déficitariste qui circule concernant les classes dites populaires. Et lui tentait de me dire, en tout cas son propos était celui de dire, attention, si on est sur une visée déficitariste, eh, nos actions seront complètement différentes que si on a une visée égalitariste, en disant ce que vous disiez, on n'a pas forcément le même accès, mais a priori, on a tous et toutes les mêmes possibilités. Complètement, moi j'aime bien une expression de Jean-Pierre Terrail qui Bon, c'était lui. tous. Ah ben voilà, donc ça se retrouve, et qui est de penser les élèves comme étant tous capables, et de penser que les différences de familiarité avec ce que l'école attend, c'est ça la normalité, que l'hétérogénéité dans les classes, c'est ça la normalité, et que c'est pas un manque de la part des élèves, c'est pas un déficit, mais simplement que ça traduit simplement la différence d'expérience qu'on peut avoir, et que ce savoir scolaire, quand on est enseignant, souvent, si on est devenu enseignant, c'est qu'on a apprécié l'école, c'est qu'on s'y est senti bien, qu'on a envie de transmettre. Mais du coup, on a peut-être tendance plus facilement à considérer que les savoirs scolaires sont des savoirs universels qui sont naturels pour tout le monde. Et c'est vraiment pas le cas. Et tout ce travail qu'a à faire l'enseignant pour notamment réduire les inégalités qui peuvent ensuite se jouer à l'école, c'est d'être un pont entre ce que les expériences, ce que c'est déjà l'enfant, et ce que l'école attend. Et c'est vraiment ce travail de lien entre les deux qui est central dans le métier d'enseignant. Oui, vous dites deux choses importantes, hein. Cette question de la familiarité, moi, je la trouve lumineuse, parce que si on se pose la question de est-ce que mes élèves sont familiers avec les mots que j'utilise, avec les consignes que je leur donne, avec le matériel qu'il y a dans la classe, c'est vraiment important de se poser cette question. Et la question, en deuxième lieu, d'expliciter les attendus de l'école. Voilà, déjà, on a deux pistes, je trouve, très importantes pour commencer à se dire, OK, si j'ai envie de remplir cette mission de réduire les inégalités, eh bien, j'ai déjà deux pistes à actionner.
Vous proposez 2 manières de présenter, les savoirs aux élèves. Est-ce que vous voulez bien nous les présenter? Oui. Alors c'est en tout cas quand on regarde dans les classes, comment les savoirs arrivent aux élèves, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils arrivent de 2 façons. D'abord dans la manière dont l'enseignant va les présenter à l'oral, en général, lors de moments de regroupement avant de lancer des ateliers, par exemple. Et dans cette présentation orale que fait l'enseignant, moi je me suis amusée, à faire une sorte de typologie de manière, donc je suis allée dans plusieurs classes et j'ai essayé de ranger, un peu les manières qu'avaient les enseignants, de présenter les savoirs dans des catégories qui sont pas propres à un enseignant, hein. Un enseignant peut circuler bien sûr entre ces catégories et donc il y a une première forme de présentation que j'ai appelée une forme de présentation centrée sur les savoirs parce que, dans ces façons de présenter les savoirs aux élèves, l'enseignant va être très explicite sur ce sur quoi on travaille, pourquoi on le fait, en donnant des termes techniques, sur, je ne sais pas, les lettres, les majuscules, le script, enfin bon, selon le savoir en jeu, en tout cas, une explicitation assez forte de ces savoirs. Et ça existe dans toutes les classes, mais c'est assez peu fréquent. C'était, dans moi les observations que j'ai faites, hein, qui n'ont pas du tout de valeur statistique générale, mais c'était environ 15 des situations que j'ai observées. Hem, Ensuite, il y a le mode le plus fréquent, qui est, ce que j'ai appelé un mode centré sur l'activité. C'est-à-dire qu'il y a des savoirs, mais ils rentrent dans une activité plus large où on travaille sur un thème, on travaille sur un album de littérature jeunesse et on va présenter une activité dans laquelle des savoirs sont mobilisés, mais on ne va pas se centrer forcément sur les savoirs en eux-mêmes, mais plutôt sur cette activité un petit peu plus large. Et dans ces cas-là, et ben, du coup, il y a une forme d'invisibilisation, des savoirs, parce qu'ils sont présents. Ils sont parfois cités, mais souvent de manière moins précise, plus floue et du coup, dans ces cas-là, ça veut dire que les enfants qui ne les connaissent pas, ne peuvent pas forcément les retrouver ou n'ont pas forcément conscience qu'ils travaillent sur ces savoirs au travers ces activités. Et puis, il y a un autre mode de présentation qu'on retrouve, dans les présentations collectives des savoirs, mais aussi qu'on retrouve beaucoup plus souvent quand un enseignant va réexpliquer à des élèves en difficulté, un travail à faire. Et c'est ce que j'ai appelé un mode centré sur la tâche, où là, on n'est plus donc les savoirs disparaissent complètement. Ils sont plus inclus dans une activité qui donne du sens, global à ce qui est fait, mais on est vraiment centré sur ce qu'il faut faire, découper, coller, entourer, enfin voilà. Et du coup, là, on perd encore plus, le sens, en tout cas, que peuvent avoir les savoirs et les savoirs eux-mêmes. Et et voilà. Et souvent, les enseignants ont recours à ça parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est que l'élève arrive à produire une réponse qui va, vers ce qui est attendu. Sauf qu'on perd tout à fait la démarche, intellectuelle qui est celle attendue pour construire les savoirs dans ces cas-là. C'était donc voilà, quand les enseignants présentent les savoirs de manière orale. Puis il y a une deuxième forme, c'est que les savoirs, ils arrivent aussi à travers des objets pédagogiques, les fiches d'exercices qui sont les plus fréquents, mais ça peut être aussi des jeux, ça peut être du matériel à manipuler. Et moi, je me suis plus particulièrement intéressée aux fiches d'exercices qui sont très présentes, notamment en grande section, et qui ne sont pas vraiment neutres vis-à-vis des savoirs. Parce que d'abord, ça induit une certaine forme de rapport à ces savoirs, souvent individuels, souvent autonomes, assez scolaires, puisque ça passe par l'écrit, etc. Et puis, parce que ça façonne aussi les savoirs, notamment parce qu'on va sélectionner certains savoirs qui sont plus adaptés à la forme fiche. En général, plutôt des savoirs un peu techniques, plus que, je ne sais pas, si on prend l'apprentissage de l'écrire, on va être plus sur reconnaître des lettres, reconnaître des mots, trouver des sons, plus que sur la dimension compréhension, par exemple, de l'écrit. Et puis, souvent, dans les fiches, il y a un habillage qui peut aussi brouiller un petit peu les pistes, pour les élèves. Voilà, donc c'est un peu les 2 façons, dont les savoirs arrivent jusqu'aux élèves. Et dans cette présentation, on voit bien où, les malentendus, finalement peuvent se glisser. Et ce que je trouve intéressant, c'est de reprendre cette,
ces 2 modes avec, dans le mode oral, ces 3 modalités pour se dire: «Ah OK, mais moi, qu'est-ce que je fais, en fait? Comment je présente, heu l'activité à mes élèves? Est-ce que je leur dis explicitement ce que j'attends d'eux, ce qui est en jeu, ce qu'ils vont devoir mobiliser comme gestes mentaux?» Et je trouve que déjà de lister tout ça nous donne des pistes pour, réfléchir à nos pratiques et se dire: «OK, encore une fois, si je veux remplir cette mission de réduction des inégalités, eh bien, les pistes de réflexion et d'action, elles sont par ici». Finalement, quelles conditions remplir pour que les élèves puissent accéder à ces savoirs et puissent les raccrocher à ce qu'ils sont, à ce qu'ils savent déjà, à leurs expériences, à leur familiarité, et quel que soit le domaine de leur familiarité? Pardon, excusez-moi. Hem, Ce que je disais tout à l'heure, pour moi, c'est vraiment l'image du pont. Et ce pont, pour qu'il puisse se créer, je pense qu'il y a tout un travail, de la part de l'enseignant pour déjà, comprendre d'où part l'élève. Parce que, très souvent, ce qu'on observe, c'est, un élève qui est considéré en difficulté, il va donner une réponse à un exercice qui n'est pas du tout celle qu'on attend. Et souvent, on a tendance à se dire: «Oh là là, il est complètement à côté de la plaque, vraiment il n'a rien compris». Or, si on a le temps, la disponibilité, hem et puis peut-être la curiosité de comprendre, quel a été son cheminement, et ben, justement, on va se rendre compte rapidement qu'il y a quand même une logique, qu'en fait, il est parti de quelque chose qui pour lui était ce qu'il fallait faire, mais effectivement, ce chemin n'est pas celui qui est attendu, soit parce qu'il n'est pas parti du bon point de départ, soit parce qu'il est parti du point de départ, mais qu'il a appliqué, une procédure qui n'était pas du tout celle qui est attendue, et comprendre d'où part l'élève et du coup déconstruire là où ça coince parce que ça par rapport à ce qui est attendu, c'est pas ce qui est pertinent, pour, déconstruire ça et reconstruire autre chose. Et on parlait d'explicitation tout à l'heure, mais ça peut, enfin, je parle pour les élèves les plus en difficulté, pas forcément se faire, de manière générale. C'est très souvent quand on va être en relation duel avec cet élève, ou par tâtonnement, petit à petit, en lui posant des questions, lui, il va donner une réponse, puis on va rebondir. Et il y a un peu ce jeu de ping-pong, et où petit à petit, on voit se rapprocher un petit peu ce que, la manière dont l'enfant, pense, l'activité, et ce que l'enseignant attend. Et pour moi, c'est vraiment dans ces moments-là que des choses, se jouent. Et voilà, et ça nécessite de la part, de l'enseignant ce regard bienveillant, ce qu'on disait tout à l'heure, de considérer que la réponse, elle n'est pas à côté de la plaque, n'importe comment, qu'il y a une logique derrière, qu'il faut la comprendre, et que c'est ça qui nous permet, de savoir où il en est et de lui montrer quel était, le chemin attendu pour, arriver à la bonne réponse. C'est un vrai travail de détective, je trouve. Oui, il y a une forme d'enquête Oui, c'est ça, à mener. une forme d'enquête. Et on a travaillé, sur un parcours, avec, Isabelle Pelot, sur justement ces représentations, sur, ces malentendus qui peuvent s'installer, et on avait trouvé un exemple, et vous parliez de pont et c'est pour ça, je pense que c'est venu, quand on a en CP, quand on apprend, à nos élèves à écrire, ou même en grande section, quand on commence à travailler le geste délié, on parle de pont. Et on imaginait une enfant, qui vivait à côté de Millau et qui avait un pont, très carré comme ça avec, des arches, et on se disait: «Mais finalement, si on utilise ce terme-là sans aller vérifier la représentation qu'a l'élève, on passe complètement à côté, de 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 ce qu'on avait imaginé être une aide, finalement». Mmh. Mais, ça me fait rebondir sur le terme de malentendu, parce qu'en fait, malentendu, ça sous-entendrait qu'on a un message clair qui passe, mais que l'autre l'entend mal. Alors, voilà, alors qu'en fait, le «problème» entre guillemets, c'est qu'un message peut être interprété complètement différemment. Voilà, un pont selon qu'on a,
sous les yeux des ponts, on va les interpréter différemment. Si on n'a jamais entendu parler d'un pont, jamais vu ce que c'était, ben, ça va rester complètement inconnu. Et, et en fait, c'est cette plurisignificativité des activités qui fait que c'est normal que les élèves puissent les interpréter d'une manière très différente parce que ben, pour eux, ce qui fait sens, c'est pas forcément ce qui fait sens pour un enseignant, pour un adulte. Et, euh, et souvent, ben voilà, quand on est adulte, on est loin de ce qu'on a été quand on était enfant. Les expériences personnelles qu'on a eues ne correspondent pas forcément à celles de nos élèves. Et c'est pour ça qu'il y a ce travail, effectivement, d'enquête, de recherche, de pourquoi est-ce qu'il a agi comme il agit. Et, euh, et voilà, et de comprendre. Et ça passe aussi par ce qu'on a un petit peu dit aussi, c'est que l'enfant sente cette confiance dans ses capacités à comprendre, à apprendre et à construire des savoirs. Et non pas comme ah bah, j'ai fait une erreur, bah, ça veut dire que je suis nulle et c'est fichu. Je caricature évidemment, mais voilà, et faire de l'erreur vraiment quelque chose un levier pour les apprentissages, parce que c'est le cas, parce qu'on apprend tous enfants comme adultes, à partir des erreurs qu'on fait qui nous permettent de comprendre que ce qu'on a fait, ça ne correspondait pas et que donc il faut faire autrement. Et, et voilà, c'est ces deux dimensions, cette confiance en les capacités de l'enfant et cette compréhension du cheminement intellectuel qu'il a mis en œuvre pour l'accompagner, l'étayer, l'aider à approcher ce que l'école attend. Oui, et finalement, valoriser l'expérience antérieure de l'enfant, en tout cas à l'extérieur de l'école, quelle qu'elle soit, et ne pas imaginer que une expérience ou des expériences seraient dans l'ordre du manque. Il n'y a pas de jugement de valeur à poser dessus. Et ça nous donne un lien vers la question d'après sur l'origine sociale. En fait, en quoi l'origine sociale influe cette relation de l'enfant au savoir? Mais en fait, l'origine sociale, et puis je suis sociologue, mais il y a aussi des risques de sociologisme, hein, à avoir une vision trop rigide de l'origine sociale. L'origine sociale, elle est très diverse et c'est dans les milieux populaires, il y a une grande variété de modes de vie, comme dans les classes moyennes ou dans les classes supérieures. Donc voilà, c'est toujours risqué de réduire et d'uniformiser tout le monde, mais l'origine sociale, elle va jouer d'abord sur les conditions matérielles d'existence. C'est pas la même chose de vivre dans une maison avec un jardin, sa propre chambre, des jouets, des livres, etc. Ou d'habiter, ou d'être un enfant SDF, de vivre dans un petit appartement avec une grande famille, etc. Donc, ces conditions matérielles d'existence, elles jouent énormément sur le quotidien de l'enfant. Et puis, effectivement, ensuite, il y a les habitudes de vie. Est-ce que lire à la maison une histoire aux enfants le soir, c'est quelque chose d'habituel? Pas du tout. Le rapport au langage, le rapport aux formes d'autorité, les valeurs, enfin... en fait, tout ce bain de toutes ces habitudes que peut avoir l'enfant à la maison, mais pour certains, en général les enfants de classe moyenne et supérieure, c'est quelque chose qui va être assez proche de ce qui est à l'école, parce que les familles connaissent ce qui se fait à l'école, elles vont les préparer, elles valorisent des activités comme la lecture, le fait d'avoir des sortes de cahiers de vacances ou de travail. On a déjà l'habitude de travailler sur ce qui ressemble à des fiches, la manière dont on parle à l'enfant, l'utilisation de jeux éducatifs, etc. Et donc, pour ces enfants-là, arriver à l'école, bah, c'est la continuité de la maison, même si bien sûr c'est différent, c'est collectif, etc. Mais il y a quand même une forme de continuité. Alors que pour d'autres enfants où ce qu'ils vivent à la maison est très différent, au contraire, arriver à l'école, c'est comme arriver en pays inconnu. Et il y a une forme d'acculturation. Et si, en fait, et toute la difficulté, en fait, toute cette origine sociale, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment l'école accueille ça ou pas. Et du coup, soit l'école n'en tient pas compte, et ce que la formule
disait Pierre Bourdieu, indifférente aux différences. Et du coup, en étant indifférente aux différences, elle crée des écarts entre ses élèves. Elle peut parfois même dénigrer ces différences, ou alors au contraire, elle peut en avoir conscience, les accompagner et faire ce travail de pont et de jonction dont on a parlé. Donc en fait, voilà, l'origine sociale, elle joue sur plein de choses, mais le poids que l'origine sociale va pouvoir jouer à l'école va dépendre de la manière dont l'école se saisit de ces différences. À vous écouter, voilà, comment on se saisit de tout ça pour faire notre travail d'enseignant. Et je me disais en vous écoutant que finalement, il y avait un gros travail d'enquête. Je reviens sur voilà, ce travail d'enquête pour essayer de poser le décor ou les contours du rapport au monde de nos élèves. Et en les questionnant, sans jugement. Voilà, ça permet de faire un état des lieux. On ne se demande pas si ça manque ou ça manque pas. C'est dessiner un peu les contours du rapport au monde de nos élèves, savoir que un tel ou une telle, eh ben, effectivement, un livre, c'est tout un monde à découvrir. Donc, il va falloir lui apprendre à comment le prendre, comment en prendre soin, tout d'abord, prendre juste plaisir avec l'objet, alors que d'autres, le rapport à cet objet sera complètement différent. Et je trouve c'est de nous poser comme ça dans ce travail d'enquête, voilà, on s'ouvre à la différence et c'est une première piste et on arrive tout doucement sur ces questions de qu'est-ce qu'il faut nous qu'on fasse en tant qu'enseignants dans nos classes pour avancer vers ce travail de réduction des inégalités. Et la première des questions, en tout cas moi c'est celle qui m'intéresse en tout premier lieu, c'est qu'est-ce qu'on déconstruit en nous? Parce on a tout un tas de représentations inconscientes ou conscientes. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Il y a un certain nombre de points qu'on a déjà abordés, mais voilà, on disait, par exemple, prendre le temps de connaître réellement les enfants, ce que sont leurs expériences, mais aussi discuter avec les familles, parce que l'enfant, il n'est pas hors de sa famille. Et pour peut-être ne pas reproduire des stéréotypes, des choses qu'on imagine se passer dans les familles, alors que peut-être ça ne correspond pas à la réalité. Donc voilà, dans ce travail d'enquête, de réflexion, partir de la réalité des enfants et sans la hiérarchiser. C'est-à-dire que, je prends un exemple qu'on voit parfois dans les classes. On a 2 enfants qui arrivent avec un livre. C'est un livre qu'on va considérer de basse qualité, qui a été acheté au supermarché, qui est avec des illustrations qui ne sont pas très artistiques, etc. Et l'autre qui va arriver avec un livre de l'école des loisirs, par exemple, ou de tout autre éditeur, mais qui va être considéré comme plus littéraire, plus avec des illustrations de meilleure qualité. Et où parfois, ce qu'on voit, c'est que l'enseignant va comme mettre de côté le livre qu'il considère de mauvaise qualité et lire pour la classe l'autre. Or, ça, c'est nier complètement. D'abord, c'est un manque de reconnaissance sur les expériences de ses élèves. Et puis, voilà, tout le travail, c'est de montrer qu'il existe différentes choses et qu'on peut très bien prendre plaisir à lire un livre, même si sa qualité littéraire n'est pas forcément au regard des critères de l'école les plus élevés. Et voilà, ne pas faire sentir à l'enfant, parce qu'ils sont très sensibles à ce genre de choses, que ce qu'ils ramènent de la maison ou de leurs expériences personnelles, à l'école, c'est pas considéré comme important, et que ce que ramènent d'autres enfants, là, ça va l'être. Donc, accueillir cette multitude d'activités. Et puis, voilà, je crois que si on arrive aussi on l'a déjà dit, mais à dénaturaliser les capacités de l'enfant et se dire que les capacités intellectuelles, c'est pas quelque chose de figé. L'intelligence, c'est quelque chose qu'on ne sait pas déjà définir, mais en plus, c'est quelque chose qui se construit au fil du temps. Et surtout, ne pas figer, ne pas ranger dans des catégories des élèves où on se dit
ah ben non, mais lui, de toute façon, ça sert à rien parce qu'il est immature ou parce que, vu ce qu'il vit dans sa famille, il va pas y arriver, et cetera. Mais toujours, voilà, considérer, ce tous capable dont on parlait, tout à l'heure et se dire que, hem, les choses ne sont pas figées et tout peut toujours se transformer. Ouais. Des jolies pistes, hein. Connaître les expériences des élèves avec ce travail d'enquêteur au quotidien. Ouais, je trouve que... Et là aussi, hein, ne pas se dire que la première compréhension qu'on peut avoir au cours première enquête soit immuable. On peut être très surpris de voir comment les choses évoluent et comment on a pu se tromper aussi à certains moments en interprétant. Se laisser surprendre. Se laisser surprendre, c'est vrai. Et on revient à cette espèce, enfin, ce terme qui est peut-être un peu galvaudé à l'heure actuelle, mais cette agilité, en fait, se dire, il y a des choses socles, mais il y a plein de choses autour qui peuvent bouger et je me laisse aller à ce mouvement. Pas forcément simple, hein, quand on a 30 élèves C'est ça. dans sa Ça classe. nécessite des conditions. Oui, Voilà. c'est ça. Et exactement. Vous l'avez dit en prémisse, mais je veux bien qu'on le redonne ici. Dans votre livre, vous proposez un changement sémantique important, et en tout cas que je trouve puissant, et qui est celui de passer de l'idée de l'élève en difficulté à l'élève en construction, surtout en maternelle. Est-ce que vous voulez bien euh, ajouter quelques mots là-dessus? Oui, déjà, je pense que c'est pas forcément l'élève qui est en difficulté, mais c'est plus l'école qui est en difficulté par rapport à certains élèves. Voilà. Et puis, sur cette idée d'élève en construction, c'est cette idée dont on vient de parler, que c'est jamais figé, que l'apprentissage, c'est un processus sur du long terme. Et pour moi, l'idée, c'est de considérer qu'on est là pour initier les enfants aux apprentissages scolaires. Et initier dans les deux sens du terme, au sens d'initiation, c'est-à-dire on dévoile les secrets des savoirs pour qu'ils deviennent un initié par rapport à ces savoirs, mais aussi initié au sens d'initial, c'est-à-dire que il y a un point de départ et ensuite un processus qui se construit et qui va se transformer en permanence et que parfois on fige parce que les représentations qu'on a nous donnent l'impression que ce processus est bloqué et ne pourra pas se réaliser. Or, les observations que moi je mène dans les classes me montrent que même dans le cas d'élèves qu'on considère comme en très grande difficulté, il y a toujours des moments d'ouverture de ces apprentissages. Mais parfois, les enseignants ne s'en rendent pas compte. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a ces moments, ils restent très ponctuels et alors qu'on sent qu'il y aurait des possibilités de construire à partir de là. Et donc, c'est vraiment considérer que ce processus d'apprentissage, il est complexe, il pioche dans plein d'éléments dont on a parlé, mais qu'il n'est jamais figé et voilà, et qu'il faut toujours tâtonner. Il n'y a pas de solution miracle toute faite où on sait qu'en faisant ça, ça va forcément marcher. Mais par contre, on peut tâtonner, on peut trouver des approches qui marchent mieux que d'autres pour certains élèves. Vous avez dit deux choses, en tout cas, que j'avais envie de relever. Vous parlez de point de départ et de processus. Et là aussi, on voit des pistes de travail et de réflexion se dessiner. Si je prends l'habitude d'aller identifier le point de départ de mes élèves, de savoir d'où ils parlent, d'où ils partent, quel est leur rapport au monde, et que j'explicite le processus par lequel je souhaite qu'ils passent à partir de là où ils sont pour aller vers les savoirs, là, on a déjà plein d'idées, de pratiques. Est-ce que vous pouvez nous en expliciter certaines? Est-ce qu'il y a des pratiques de classe ou des grandes catégories de pratiques de classe qu'on dit efficientes? Mais alors, c'est toujours compliqué parce qu'une pratique, elle n'est jamais efficiente dans 100% des cas. Mais en tout cas, peut-être qu'il y a quelques grandes lignes. Ce qu'on a dit, donc valoriser l'enfant dans ses capacités à apprendre, lui donner confiance dans ses capacités, ce qui passe par ne pas catégoriser les élèves, par exemple, et ne pas avoir
ce qu'on entend parfois dans les classes, des remarques malheureuses, involontaires de la part des enseignants en disant « mais c'est pas possible, tu n'y arrives pas, pourtant c'est facile ». Voilà, par exemple, où là, forcément, dans, dans l'image que ça donne à l'élève qui n'y arrive pas, c'est forcément assez négatif. Exposer les enfants au savoir de manière explicite, on l'a dit, c'est-à-dire pardon, ne pas penser que dans une activité, l'enfant va spontanément reconnaître les savoirs qui sont en jeu. Ceux qui vont les reconnaître, c'est ceux qui les connaissent déjà. Mais pour ceux qui ne les connaissent pas, si c'est pas à l'école qu'on leur dit « tu vois, en faisant ce jeu, en faisant cette activité, en fait, on a travaillé sur… il y a peu de chances qu'ils le remarquent par eux-mêmes. » Expliciter même ce qui semble évident. Moi, je pense à une classe où la maîtresse lisait l'histoire de Boucle d'or et des 3 ours. À un moment, on parle de la forêt. Et il y a un enfant qui a posé la question de savoir c'est quoi la forêt. Peut-être que l'enseignante n'aurait pas pensé spontanément à expliquer ce que c'était la forêt. On était en REP, en éducation prioritaire. Et effectivement, les enfants vivaient dans des quartiers où il y avait beaucoup d'immeubles, mais pas du tout de forêt, et où peut-être ça ne représentait absolument rien pour lui. Donc, voilà, même ce qui nous semble évident peut être nécessaire à expliciter. Et puis, voilà, habituer aussi les enfants à poser des questions, à dire ce qu'ils ne comprennent pas. Ce qu'on a dit, prendre le temps de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière une réponse qui n'est pas adaptée, pourquoi l'élève a dit ça, qu'est-ce qui l'a amené à dire ça, et expliciter à la fois le quoi et le comment. Le quoi, c'est-à-dire les savoirs en jeu, mais aussi le comment, quelle est la procédure, quel est le processus mental par lequel on passe pour accomplir telle ou telle tâche. Et puis, ça passe aussi par on disait, trouver des modalités d'organisation de la classe qui permettent tout ça, qui permettent à la fois pour l'enseignant d'observer, alors il ne peut pas être partout, tout le temps, mais de voir comment les enfants procèdent, qui permettent d'avoir des temps d'échange à d'autres moments. Ça peut être pendant les temps d'accueil, ça peut être à la fin d'un atelier, qui permettent aussi de faire des retours, des feedbacks aux élèves, parce que ça, c'est très important. On ne peut pas apprendre si on ne sait pas que ce qu'on a fait, ça va ou ça ne va pas. Qui permettent aussi de s'entraîner, d'essayer, de s'améliorer sans qu'on fige l'enfant dans une difficulté éventuelle qui est présente, mais ne pas la considérer comme définitive, et au contraire comme un point sur lequel il va falloir travailler et accompagner l'enfant. Voilà de bien jolies pistes de travail, mais ma foi, dans laquelle effectivement on va chacun et chacune, avec nos personnalités, eh bien, inventer et être créatif. Je vais essayer de redire tout ce que vous nous avez dit, hein, valoriser les capacités à apprendre, exposer les élèves au savoir de façon explicite, voilà, dire ce qui est en jeu, qu'est-ce qu'on mobilise quand on fait telle ou telle activité. Une chose hyper importante, comprendre la logique de l'enfant, de l'élève, quand il nous apporte une réponse, se dire, tiens, très étonnant, mais comment es-tu arrivé là? D'où es-tu parti? Qu'est-ce qui fait que tu me dis ça à ce moment-là? Et là, on a des jolies révélations parce que on s'aperçoit finalement que le chemin logique est en soi une vraie capacité, et que effectivement, en n'étant pas parti du même endroit, on n'est pas arrivé au même endroit, mais l'élève a suivi une logique tout à fait claire. Expliciter le quoi et le comment, et tenter d'avoir une organisation de classe qui permette d'observer, qui permette de donner des feedbacks à nos élèves. Voilà de belles pistes de travail. Et là, je vais m'adresser à ceux et celles qui nous regardent. Hein. Si les inégalités éducatives peuvent se glisser discrètement dans nos classes, eh bien, on a loisir, on a la capacité en tant qu'enseignant d'aller pister là où ça se situe. Et si on a à cœur dans nos missions de faire école pour toutes et tous, eh ben, on souhaite que cet entretien, cet échange avec Ariane a été riche et a permis de questionner tout ça. En tout cas, merci Ariane. Je rappelle que vous êtes l'auteur de
L'entrée dans les apprentissages scolaires et ses inégalités, lecture sociologique de la construction des savoirs à l'école maternelle, et tout ça aux éditions Presse universitaire de Rennes. Une lecture, personnellement, que j'ai trouvée passionnante, dense mais passionnante. Vraiment, merci beaucoup Ariane. Merci à vous.